Yuta était un gros tas de 136 kg, une proie facile pour les harceleurs. Mais tout a changé quand il a obtenu un skill cheaté surpuissant qu'il a transformé en Giga Chad musclé, éclatant des monstres le jour et des bombes la nuit. En grandissant, Yuta était souvent harcelé par ses camarades et sa famille car il ressemblait à un Shrek en chair et en os, et seul son grand-père était gentil avec lui. À sa mort, Yuta a hérité de sa maison et de tous ses biens. Mais ses parents ont tenté de tout lui prendre et devant leur échec, ils l'ont renié. Depuis, il travaille à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Malheureusement, après avoir servi de piñata d'anniversaire à des brutes de son école, il est arrivé en retard au travail et s'est fait virer sur le champ. Alors qu'il traînait sa carcasse déprimée vers chez lui ce soir-là, il a croisé une fille nommée Kaori, harcelée par un groupe de personnages secondaires mal dessinés. Quand il les a affrontés, ils ont littéralement délaissé la bombe pour simplement tabasser ce gros tas de graisse. Heureusement, l'arrivée de la police les a empêchés de le transformer en purée. Une fois parti, Kaori s'est précipité vers Yuta, mais il a assuré qu'il allait bien. Puis il s'est levé et est parti comme un zombie sans cervelle, laissant tout le monde perplexe. Plus tard, rentré chez lui, il est allé à la salle de bain, et dès qu'il a vu son reflet immonde dans le miroir, il a fondu en larmes. Sa frustration l'a poussé à frapper le miroir, ce qui a ouvert une porte secrète dans le mur, à sa grande surprise. Curieux, il est entré dans la pièce cachée et a réalisé qu'elle contenait tous les objets que son grand-père avait collectés lors de ses voyages à travers le monde. La pièce avait aussi une porte étrange menant à un petit chalet, et dès qu'il en a franchi le seuil, un écran numérique est apparu devant lui. Il l'informait qu'il avait acquis des compétences, dont une d'évaluation, qui lui a permis d'apprendre que la porte menait à un autre monde. Après avoir vérifié ses autres compétences, Yuta a regardé ses stats et a été très déçu par leur faiblesse. Cependant, l'espoir est revenu quand il a appris qu'il avait des skills cheatés illimités et qu'il pouvait devenir le prochain Sugjiwo. En explorant davantage, Yuta a trouvé des armes et a décidé de tester son maniement de l'épée pour découvrir qu'il n'en avait aucun. Pourtant, il a gagné une compétence de maniement de l'épée de niveau 1 pour sa tentative. Encouragé, il a essayé les autres armes, et après avoir acquis des compétences pour chacune d'elles, il a automatiquement débloqué la compétence de tous les arts martiaux. Alors qu'il rangeait ses armes dans sa boîte d'objets, un ogre sanglant a soudainement tenté de l'attaquer, mais grâce à la barrière magique entourant la propriété, il n'a pas pu entrer. Yuta était mort de peur car c'était un monstre de haut niveau. Pourtant, il ne s'est pas enfui. Il a pris une posture d'attaque, et bien que ses mains tremblaient comme une machine à laver, il a lancé la lance sur le monstre. À sa surprise, elle l'a traversé proprement et a supprimé le monstre sur le champ, le faisant passer du niveau 1 au niveau 100. Il a aussi gagné 10 000 points bonus et quelques objets, dont certains se sont convertis en argent liquide grâce à sa compétence de conversion d'actifs. Après avoir terminé son solo leveling de baise, il est finalement rentré chez lui, où son corps a fait une crise à la Vecna cette nuit-là. Quand il s'est réveillé le lendemain, on aurait dit qu'il avait été sculpté en Grèce antique. Cependant, comme son miroir était brisé, il n'a pas vu à quoi il ressemblait et n'a pas pris la peine de vérifier son visage, cette abomination. Il a ensuite mis des vêtements à sa taille trouvés dans son chalet d'Isekai et est allé s'occuper de son nouveau jardin. Pendant qu'il faisait ça, un monstre slim est venu chercher des noises, mais il l'a facilement vaincu et a obtenu un objet rare qui a augmenté ses stats et stocké la lumière du soleil en énergie magique. Les objets restants ont été convertis en liquide, alors il a pris l'argent et est allé se commander un nouvel uniforme scolaire. Après ça, il a passé la journée suivante à lire des livres pour en apprendre plus sur l'autre monde et à tuer des monstres pour monter encore plus de niveau. Le lendemain, Yuta est allé à l'école, s'attendant à ce que tout le monde le harcèle comme d'habitude. Cependant, personne ne l'a reconnu grâce à sa chirurgie esthétique digne d'une star de K-pop d'Isekai. Quand il leur a dit qui il était, ils ont tous été surpris, ce qui l'a tellement troublé qu'il s'est précipité aux toilettes et n'en revenait pas de son changement. Ensuite, ses frères et sœurs Snob et ses harceleurs habituels l'ont emmené dehors pour savoir s'il avait fait revenge body avec Khloé Kardashian. Comme Yuta ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé, ils ont commencé à l'insulter, mais se sont arrêtés quand une limousine est arrivée et que Kaori en est sortie. Elle a ignoré tout le monde et s'est adressée à Yuta, mais il ne se souvenait pas d'elle, alors elle lui a rappelé leur première rencontre. Elle a aussi expliqué qu'elle était venue lui proposer une place à l'académie Usei pour le remercier de l'avoir sauvé ce jour-là. Le père de Kaori était le président du conseil d'administration de l'école, et c'est lui qui a suggéré d'admettre Yuta après avoir appris ce qu'il avait fait pour sa fille. Yuta a remercié Kaori pour l'offre, mais a déclaré qu'il n'avait pas les qualifications pour fréquenter une académie aussi prestigieuse. À ce moment-là, ses frères et sœurs sont intervenus et ont demandé à Kaori de les laisser s'inscrire à sa place. Kaori a décliné leur demande, disant qu'elle ne voulait pas être associée à des gens qui traitaient son sauveur plus bas que terre. Ces paroles leur ont fait réaliser qu'elle avait enquêté sur eux, alors ils sont tombés à genoux, incrédules. Ignorant les sales gosses, Kaori a continué d'essayer de convaincre Yuta de rejoindre l'académie Usei, et son majordome a suggéré qu'il visite l'école avant de refuser.
Elle a promis d'informer son école de son absence pour qu'il n'ait pas d'ennui, et avant qu'il ne puisse refuser, Kaori l'a tiré dans la limousine. Peu de temps après, ils sont arrivés à l'académie Uzei, et Kaori a emmené Yuta parler à son père, qui a également exprimé sa gratitude envers Yuta. Une fois installé, il a informé Yuta que son inscription à l'académie serait gratuite, mais Yuta ne voulait toujours pas accepter l'offre. Lorsqu'il a mentionné qu'il était bête comme ses pieds, le père de Kaori lui a fait un discours sur le fait de ne pas abandonner avant d'avoir essayé. Après son discours, il a proposé que Yuta passe le reste de la journée à l'académie pour voir comment c'était. À ce moment-là, une enseignante nommée Rei est entrée, et le père de Kaori a dit à Yuta que ses cours d'essai se feraient avec elle. Peu après, Rei a présenté Yuta à ses nouveaux camarades, et ils étaient tous trop stupéfaits par son physique incroyable pour dire quoi que ce soit. Rei a dû frapper dans ses mains pour les ramener à la réalité, puis a demandé à Yuta de prendre la place vide au fond pour commencer le cours. Pendant la pause déjeuner, les élèves se sont empressés de l'entourer, voulant en savoir plus sur ce dieu grec tombé parmi eux. Leurs questions ont accablé Yuta, alors un garçon nommé Ryu est intervenu et leur a dit de lui laisser de l'espace. Après leur départ, Yuta l'a remercié d'être venu à son secours, et Ryu l'a invité à déjeuner avec lui. À la cafétéria, ils se sont assis avec un garçon nommé Shingo, et en discutant, Yuta a appris que Ryu était un prodige du sport que tout le monde voulait, tandis que Shingo était un otaku fan de jeux. À la fin de la journée, Yuta est retourné au bureau du père de Kaori, et l'homme lui a demandé ce qu'il pensait de l'école. Yuta a admis que c'était bien mieux que son école et a demandé s'il était vraiment acceptable qu'un raté comme lui rejoigne l'académie. L'homme l'a assuré qu'il était plus que digne de rejoindre l'élite d'Uzei, alors Yuta a accepté l'offre, demandant à être guidé. Après avoir quitté le bureau, il a croisé Kaori dans le couloir. Quand il lui a dit qu'il s'inscrirait à l'école, elle l'a invité à sortir avec elle. Elle l'a emmené dans une rue prisée des étudiants, et alors qu'il se promenait, Yuta a demandé à Kaori si elle venait toujours ici avec ses amis. Kaori a avoué qu'elle était aussi une ratée sans amis comme lui, car tout le monde la fuyait comme la peste à cause du poste de son père. Lorsqu'elle a dit qu'elle l'avait invité pour passer du temps seul avec lui, Yuta a paniqué et a vite attiré son attention sur un stand de crêpes. Pendant qu'il mangeait, Kaori a dit à quel point c'était délicieux, et Yuta a avoué qu'il voulait goûter tout ce qu'il y avait sur la carte. Cependant, il s'est promis de ne pas trop se goinfrer, car il ne voulait pas ressembler à Pimba une fois de plus. Il a ensuite demandé à Kaori comment elle l'avait reconnu après sa transformation, et elle lui a répondu que c'était grâce à ses yeux. Apparemment, il avait des yeux doux, qui selon elle n'avaient pas changé même si tout son corps avait été totalement transformé. En discutant, elle lui a demandé de ne plus l'appeler par son nom de famille, et quand il a accepté, elle était si ravie qu'elle lui a offert une bouchée de sa crêpe. Cette offre a surpris Yuta, mais il a mordu dedans maladroitement, et ce n'est qu'après que Kaori a réalisé que son geste faisait trait de petit couple. Elle s'est vite excusée de l'avoir mis mal à l'aise, mais il lui a dit de ne pas s'en faire et lui a offert une bouchée de sa crêpe pour qu'il soit quitte. Les gens autour d'eux observaient leur petite interaction, et tout le monde s'extasiait sur le fait qu'ils formaient un couple adorable. Plus tard, après être rentré chez lui, Yuta s'est rendu dans l'autre monde pour s'entraîner et est tombé sur une attaque de monstres. Le gobelin avait coincé une fille contre un arbre après avoir tué ses gardes, alors Yuta l'a attaqué, et après un combat difficile, il l'a vaincue. Il s'est alors précipité vers la jeune fille, mais elle s'est évanouie à cause de ses blessures avant de pouvoir lui dire quoi que ce soit. Alors que Yuta cherchait quoi faire, il a entendu des voix qui l'appelaient, il a donc caché sa présence et s'est éloigné pour éviter tout malentendu. Le lendemain, alors qu'il repassait ses vêtements, ses pensées étaient occupées par la jeune fille car il ne pouvait s'empêcher de se demander si elle allait bien. Finalement, il s'est concentré sur sa garde-robe limitée et a donc décidé d'aller faire du shopping pour s'acheter de nouveaux vêtements. Au centre commercial, tout le monde le regardait comme s'il était l'idole de K-pop la plus séduisante qu'ils aient jamais vue, ce qui l'a rendu nerveux. Pendant ce temps, ailleurs dans le centre commercial, un photographe nommé Hikaru perdait patience avec le manager d'un mannequin très populaire. Le mannequin aurait dû arriver il y a des heures pour la séance photo, mais il était introuvable. Son manager jurait qu'il arrivait, mais Hikaru ne le croyait pas et après s'être plaint, il a déclaré qu'il allait trouver un remplaçant. De son côté, Yuta avait du mal à se choisir des tenues car son sens de la mode était tout simplement inexistant. Juste au moment où il allait abandonner, deux futurs cougars l'ont abordé pour lui demander s'il voulait sortir avec elle. Yuta savait qu'il ne pourrait pas suivre leur rythme, alors il les a poliment éconduites. Les filles sont restées pétrifiées, non pas parce qu'il les avait rejetées, mais parce que sa voix les avait totalement envoûtées. Ce n'est que lorsqu'il a pris l'escalator qu'elles ont repris leurs esprits et ont commencé à s'extasier sur ce beau gosse. D'un autre côté, Yuta s'occupait de ses affaires quand Hikaru l'a repéré et a décidé de faire de lui le prochain top modèle du Japon. Yuta a accepté de remplacer le mannequin en retard car il ne pouvait jamais refuser d'aider ceux qui en avaient besoin. Pendant que la séance photo se déroulait, il a fait de son mieux pour ne pas dévorer des yeux le mannequin femme. Elle s'appelait Miyu, et elle l'a sincèrement remercié de les avoir sauvés.
Au fur et à mesure de la séance, Yuta est devenu encore plus nerveux car c'était la première fois qu'il était si proche d'une fille. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Lexia, la fille qu'il avait sauvée dans la forêt, a dit à ses gardes qu'elle voulait y retourner pour chercher Yuta. Owen, son garde en chef, a tenté de l'arrêter en lui rappelant qu'en tant que princesse, elle n'avait rien à faire dans la forêt, mais Lexia a refusé d'écouter. Elle a insisté pour retrouver Yuta afin de le remercier et a ordonné à Owen de mobiliser ses gardes. De retour sur Terre, Yuta et Miyu ont terminé la séance, et alors qu'ils s'installaient pour se détendre un peu, le manager de Miyu leur a apporté des boissons. En prenant une gorgée de son gobelet, Yuta a failli s'étouffer et a accidentellement renversé un peu de sa boisson sur lui. Miyu lui a gentiment offert son mouchoir pour s'essuyer, mais il a refusé de le prendre de peur que son odeur de raté ne s'y imprègne. En discutant, Yuta a admis qu'être mannequin n'était pas facile et a demandé à Miyu pourquoi elle avait choisi cette voie professionnelle. Miyu a expliqué qu'elle était devenue mannequin pour attirer l'attention de ses parents, souvent trop occupés pour s'occuper d'elle durant son enfance. Pourtant, elle n'était pas très douée et n'a continué que grâce aux fans qui s'étaient de mise à l'adorer et qui la soutenaient. Elle a aussi dit vouloir être une source d'encouragement pour ses fans au cas où l'un d'eux déciderait de suivre la même voie qu'elle. Yuta l'écoutait attentivement et elle lui a conseillé de prendre le temps de savourer chaque instant vécu, aussi infime soit-il. Ils se sont vite mis à rire de ce qu'elle disait et Hikaru en a profité pour prendre quelques clichés supplémentaires d'eux. C'est alors que le mannequin en retard est arrivé, et quand les clients du centre commercial l'ont vu, ils l'ont acclamé bruyamment. Miyu n'était pas ravi de le voir, mais ce type prétentieux ne semblait pas s'en soucier. Lorsqu'elle a tenté de s'éloigner, il l'a coincée contre le mur et a commencé à essayer de la draguer. Voyant le malaise de Miyu, Yuta a coupé court au baratin du gars et lui a dit d'aller voir ailleurs. Le gars a répliqué en voulant frapper Yuta, mais il a glissé sur le mouchoir de Miyu, permettant à Yuta de le projeter comme une poupée de chiffon. Yuta a tout de suite craint que la foule ne s'en prenne à lui pour avoir blessé leur idole, mais il fut surpris de les voir l'acclamer. Le mannequin n'en revenait pas et a commencé à se plaindre, mais Hikaru lui a dit de partir s'il ne voulait pas qu'il publie la vidéo de son comportement déplacé. Le gars s'est aussitôt enfui avec son manager, et Miyu a remercié Yuta d'avoir été son chevalier servant. Quand elle a avoué que le gars l'a harcelé depuis un moment, Hikaru s'est excusé de ne pas l'avoir remarqué plus tôt et a promis de le signaler au directeur. Il a ensuite demandé à Yuta s'il aimerait signer un contrat pour devenir leur mannequin exclusif. Yuta l'a remercié d'avoir pensé à lui mais a décliné l'offre, disant qu'il n'était pas fait pour les défilés. Hikaru n'a pas cherché à le faire changer d'avis, mais a insisté pour que Yuta accepte des vêtements en guise de paiement pour son aide. Au début, Yuta ne voulait pas accepter les vêtements, mais Hikaru a su se montrer persuasif pour le faire changer d'avis. Ils se sont ensuite serré la main, et Miyu a dit à Yuta qu'elle espérait que leur chemin se croiserait à nouveau. Plus tard dans la soirée, Yuta s'est rendu dans l'autre monde pour s'entraîner et a fini par sauver Lexia et les siens d'une autre meute de gobelins. Lexia était si ravie de le voir qu'elle s'est précipitée vers lui pour le demander en mariage, au grand choc de tous. Owen lui a tout de suite demandé si elle avait perdu la tête et lui a rappelé qu'il ne savait rien de Yuta, mais la princesse a soutenu que c'était le coup de foudre. Elle s'est aussi fâchée contre Owen pour l'avoir réprimandé, et alors qu'elle le remettait à sa place, Yuta a suggéré d'aller chez lui pour discuter. Une fois sur place, ils ont commencé à discuter, et Yuta a appris que Lexia était la première princesse du royaume d'Arasila. Owen l'a assuré qu'il n'avait pas besoin de lui parler formellement, car la visite était officieuse. Il a ensuite demandé le nom de Yuta, et après que celui-ci l'ait donné, Owen en a déduit qu'il n'était pas du coin. Lexia s'est demandé si Yuta était aussi de sang royal et a commencé à fantasmer sur leur idylle, mais Owen se méfiait, craignant que Yuta ne soit un espion. Néanmoins, il a mis ses inquiétudes de côté et a expliqué qu'ils étaient revenus dans la forêt spécialement pour trouver Yuta afin de le remercier d'avoir sauvé Lexia. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Lexia est intervenue et a commencé à dire à Yuta qu'elle n'avait cessé de penser à lui depuis leur première rencontre. Plus elle parlait de ses sentiments, plus elle semblait désespérée, et elle a conclu son discours en demandant à nouveau Yuta en mariage. Le gars l'a gentiment éconduite, mais Lexia était très déterminée et elle lui a dit qu'elle se contenterait d'être son amie pour le moment. Ces paroles ont fait réfléchir Yuta à sa vie misérable, et il lui a dit qu'il était honoré d'être son ami tant que son statut de raté ne la dérangeait pas. Ils ont ensuite scellé leur accord par une poignée de main, mais Owen les a interrompus pour dire à Yuta la deuxième raison de leur venue. Apparemment, le roi voulait rencontrer Yuta pour lui exprimer sa gratitude, et Owen lui a dit qu'il s'adapterait à son emploi du temps. Yuta a promis de se rendre bientôt au palais royal, et alors que le carrosse s'éloignait, Lexia lui a promis de lui voler son cœur à leur prochaine rencontre. Pendant ce temps, dans une maison de la capitale d'Arasila, un homme masqué a appris que la tentative d'assassinat contre Lexia avait échoué. Il s'est avéré qu'elle avait été attirée dans la forêt pour être éliminée, mais le gobelin a achevé les hommes avant qu'ils ne lui fassent du mal. Ce que l'informateur ignorait, c'est que Yuta avait sauvé Lexia des gobelins, et son employeur était furieux de l'apprendre.
Il a congédié le gars, mais l'a prévenu qu'en cas de nouvel échec, il l'enverrait directement au paradis. Après que l'informateur se soit enfui comme un rat, l'homme a ôté son masque et a juré que Lexia paierait pour ce qu'elle lui avait fait. Le lendemain, Yuta a noté le jour de sa rencontre avec le roi dans son calendrier, puis est parti pour son premier jour à l'Académie Uzei. Il a d'abord rencontré le père de Kaori, qui l'a accueilli et lui a souhaité une excellente année scolaire. Après quoi, il s'est rendu dans sa classe et a été présenté à nouveau pareil. Plus tard, en cours d'éducation physique, Yuta a regardé depuis la touche Ryu se prendre pour Lionel Messi sur le terrain de football. Il a vite été rejoint par une fille nommée Kaed, et alors qu'ils discutaient, le prince charmant autoproclamé de la place a tiré le ballon vers elle. Kaed s'est tout de suite préparé au choc, mais Yuta l'a sauvé d'un retourné acrobatique, envoyant le ballon droit dans les filets. Tout le monde était stupéfait devant ce miracle footballistique, mais Yuta ne l'a pas remarqué, trop occupé à demander à Kaed si elle allait bien. Avant qu'elle ne puisse répondre, Akira est venu ramper et a supplié Kaed de lui pardonner d'avoir failli lui refaire le portrait. Ryu et Shingo sont aussi arrivés, et Ryu a dit à Yuta qu'il espérait qu'il pourrait être ami avec Akira, même si le gars était un peu instable. Réalisant qu'on parlait de lui, Akira a interpellé Yuta et l'a remercié de lui avoir sauvé les fesses. Il a aussi commencé à se vanter, mais cela n'a fait que faire rire Yuta et les autres à ses dépens. Plus tard, alors que la classe de Kaori était sur le terrain, des membres d'un gang de pacotille ont forcé les portes de l'école. Ils ont fait une démonstration de force pour effrayer les élèves, ignorant les professeurs qui leur demandaient de partir. De la fenêtre, Ryu a confirmé qu'il faisait partie des Red Ogres, faisant réaliser à Yuta que ses harceleurs l'avaient suivi dans sa nouvelle école. Dehors, Kaori a demandé aux intrus de partir, mais ils lui ont répondu qu'ils étaient venus pour elle. Apparemment, elle voulait se venger de son rejet l'autre jour, mais Kaori n'était pas intimidée et les a informés que la police arrivait. La sœur de Yuta lui a assuré qu'ils avaient encore du temps, puis Araki a ordonné à ses hommes de capturer Kaori. Yuta a immédiatement tenté de lui venir en aide, mais sa peur l'a cloué sur place. Réaliser qu'il était toujours une mauviette malgré ses muscles l'a désespéré, mais les voix de ses camarades l'appelant l'ont libéré. Il s'est ensuite approché de la fenêtre et a sauté, choquant tout le monde puisqu'ils étaient au 4e étage. Après avoir réussi son atterrissage, il a foncé sur le terrain et a fait face à Araki qui a ordonné à ses hommes de l'attaquer. Yuta a facilement esquivé leurs attaques, car Kaori était sa priorité. Et quand le sumo personnel du gang lui a barré la route, il lui a montré que la taille n'avait pas d'importance. Voyant avec quelle facilité il a maîtrisé le gars, les autres ont eu si peur qu'ils l'ont laissé passer sans l'attaquer. Leur chef, en revanche, a tenté de renverser Yuta avec sa moto, mais Yuta l'a esquivé comme un matador expérimenté, faisant perdre le contrôle au gars qui a fini par s'écraser. Finalement, la police est arrivée, et après avoir rassemblé les intrus, Kaori a remercié Yuta d'être venu à son secours. Le frère de Yuta a alors commencé à se plaindre que les ogres rouges n'étaient qu'une bande d'idiots inutiles, alors le chef l'a soulevé par la gorge. Il a dit au garçon qu'il allait l'éliminer parce que lui et sa sœur étaient les cerveaux derrière l'opération ratée. Alors qu'il commençait à serrer plus fort, Yuta est intervenu, le forçant à lâcher son frère, et quand il a tenté de riposter, Yuta l'a frappé avec son fluide royal. Après sa chute, Yuta s'est tourné vers son frère et lui a demandé s'il allait bien, mais le garçon a répondu en demandant pourquoi il l'avait sauvé. Yuta lui a dit que c'était parce que Dom Toretto a dit un jour « On ne tourne pas le dos à sa famille, même quand elle le fait ». En entendant cela, ses frères et sœurs ont commencé à pleurer et à s'excuser pour tout ce qu'il lui avait fait. Le lendemain, quand Yuta est allé chasser, il est tombé sur un roi orc en train de battre un petit fan rire noir. Le roi orc avait une puissance d'attaque de 20 000, ce qui dépassait de loin la puissance d'attaque de Yuta. Cependant, il ne pouvait pas se résoudre à abandonner le chiot sans défense. Il a lancé sa lance sur l'orc pour attirer son attention, puis a chargé, pour s'arrêter net en voyant que sa lance avait fait tout le travail. Il n'arrivait pas à croire qu'il l'avait vaincu si facilement, mais juste au moment où il commençait à s'emporter, il s'est souvenu du petit Fenrir. Le chiot se méfiait de lui, alors il a commencé à grogner, avant de s'évanouir à cause de ses blessures. Yuta a rapidement versé sa potion de guérison totale dans sa gorge, et quand il s'est réveillé, il a commencé à le lécher en signe de gratitude. Réalisant que le chiot était seul, Yuta a proposé de le ramener chez lui, et quand le chiot a aboyé joyeusement, l'écran numérique est apparu, montrant à Yuta qu'il l'avait apprivoisé avec succès. Il a également montré à Yuta les statistiques du chiot, qui, à sa surprise, étaient élevées, étant donné qu'il était encore jeune. Yuta a alors décidé de l'appeler Knight à cause de sa couleur, et le chiot a sauté sur lui en signe d'approbation. Le lendemain, à l'école, il a demandé à ses camarades de classe le chemin de l'animalerie la plus proche car il voulait acheter des choses pour Knight. Kaed a immédiatement demandé à voir des photos de l'animal, mais Yuta lui a dit qu'il n'en avait pas parce qu'il n'avait pas de téléphone portable. Le groupe a été surpris par cette nouvelle, et Shingo a demandé si ce n'était pas gênant pour lui de ne pas avoir de téléphone portable. Yuta a admis qu'il n'en avait pas vu l'utilité auparavant,
mais a dit qu'il envisagerait d'en acheter un bientôt. Ryu lui a alors dit que l'animalerie la plus proche se trouvait au centre commercial et qu'Ed a proposé de l'y accompagner après les cours. Plus tard dans la journée, en rentrant chez lui, il a raconté à Knight comment il était allé au centre commercial avec son ami pour lui acheter des articles. Parmi ces articles, il y avait un collier et une laisse, et il a dit à Knight qu'il n'aurait apporté le collier que lorsqu'il sortirait. Après l'avoir mis au chiot, Knight a semblé heureux de son nouvel accessoire, alors Yuta a décidé de l'emmener en promenade. Au parc, tout le monde les regardait et chuchotait que Yuta devait être l'un des favoris du destin à cause de son apparence. Alors qu'ils continuaient à marcher, ils sont tombés sur Kaori, et Yuta lui a présenté son nouvel animal. Kaori a joyeusement caressé le chiot, et alors qu'elle discutait avec Yuta, Nul a soudainement appelé. Elle a dit qu'elle habitait tout près et qu'elle se promenait toujours dans le parc le soir, elle était donc surprise de voir Yuta là. Yuta était sur le point de répondre quand Kaori a demandé si Mu était le mannequin avec qui il avait travaillé l'autre jour, et il a confirmé que c'était elle. Il a ensuite présenté les filles l'une à l'autre et a également présenté Knight à Mu. Pendant que le groupe discutait, leur beauté attirait l'attention, alors Mu s'est éclipsée après avoir dit à Yuta qu'elle espérait qu'il se reverrait un autre jour. Une fois hors de portée de voix, Kaori a nerveusement demandé à Yuta s'il sortait avec Miyu. Yuta a vite précisé que Miyu n'était qu'une connaissance, et quand il a dit qu'il ne la méritait pas, Kaori s'est mise en colère. Cependant, elle a refusé de lui dire pourquoi. À ce moment-là, ils ont entendu une dame âgée appeler à l'aide alors qu'on lui volait son sac. Yuta a aussitôt ordonné à Knight de poursuivre le voleur, puis a entraîné Kaori avec lui vers la vieille dame. La femme l'a rassurée en disant qu'elle allait bien, et quand elle a parlé de son sac, Yuta lui a dit de ne pas s'inquiéter. À cet instant, Knight est revenu en traînant le voleur, alors Yuta a dit à Kaori d'appeler la police. En entendant cela, le voleur a bondi et a tenté de l'attaquer avec un couteau, mais Yuta l'a désarmé en moins de 2 secondes. Finalement, la police est arrivée, et après avoir réglé la situation, Yuta est rentré chez lui et est reparti chasser avec Knight. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils sont tombés sur un cerf de cristal. Yuta a caché sa présence pour ne pas être vu, mais pour une raison inconnue, le cerf voyait à travers son jutsu de camouflage. N'ayant pas le choix, il s'est montré et a affronté le cerf avec l'aide de Knight, mais celui-ci les a repoussés. Voyant qu'il maniait 2 types de magie, Yuta a changé de stratégie, demandant à Knight de créer une ouverture pour l'abattre. Knight a rempli son rôle en blessant le cerf, ce qui a permis à Yuta de l'achever avec sa lance. Il s'est ensuite penché pour vérifier les objets tombés et a été surpris de trouver un kit de bain en plein air portable. Après avoir testé si ça marchait, il a décidé d'en rester là et est rentré chez lui avec Knight pour se prélasser dans le bain. Le lendemain, ils sont repartis chasser, et après avoir vaincu un porc épique modifié, Yuta a vu ses stats augmenter et a acquis de nouvelles compétences. Les stats de Knight ont aussi augmenté et il s'est demandé si c'était parce qu'ils travaillaient ensemble. Juste au moment de partir, le mur de pierre où ils avaient vaincu le monstre s'est brisé pour révéler une grotte. Comme leur deuxième prénom était Dora et Babouche, Yuta et Knight se sont aventurés dans la grotte et ont été surpris par des torches et éclairant leur chemin vers une salle où gisait un squelette. À côté se trouvait un livre, et en le lisant, Yuta a réalisé que le squelette était les restes de l'ancien propriétaire de son chalet. L'homme était connu sous le nom de Sage, et vu sa puissance, les dieux l'ont invité à les rejoindre, mais il a refusé. Sans surprise, les humains ne voulaient rien avoir à faire avec lui car ils craignaient son pouvoir, il a donc fini sa vie seul. Il a écrit dans son livre qu'il ne voulait pas que d'autres subissent ce qu'il a vécu, et Yuta n'a pu s'empêcher d'avoir de la peine pour lui. Cependant, il savait que si les gens découvraient ses pouvoirs, il pourrait finir comme le sage, alors il s'est demandé à voix haute comment éviter ça. Étonnamment, une voix a répondu, disant que sa seule option était de nouer des relations de confiance avec les gens. Yuta a cru que son esprit lui jouait des tours, mais quand la voix a continué de lui parler, il a compris que le sage communiquait avec lui d'une manière ou d'une autre. Sur l'une des pages, le sage a écrit qu'il inscrirait tout ce que Yuta souhaitait savoir dans le livre, et Yuta a dit qu'il voulait tout savoir sur la magie. Aussitôt, le livre s'est mis à briller, et le sage lui a dit qu'il l'avait rempli de toutes les théories magiques qu'il connaissait. Cependant, Yuta ne pourrait pas utiliser la magie car il venait d'un autre monde et n'avait pas les circuits magiques de ceux de ce monde. Pour régler ce problème, le sage a proposé de léguer ses circuits magiques à Yuta car il estimait qu'il en était digne. Yuta a essayé de refuser, mais l'homme ne lui en a pas laissé l'occasion et a procédé au transfert des circuits. Il a ensuite souhaité une vie heureuse à Yuta, et en retour, Yuta l'a remercié pour ses cadeaux et lui a souhaité de reposer en paix. Plus tard, chez lui, il a commencé à lire le livre et a appris qu'il devait d'abord savoir ressentir la magie avant de l'utiliser, même s'il avait les circuits. Toujours prêt à expérimenter, Yuta a essayé, et en quelques secondes, il a réussi à accéder à son circuit magique. Cet exploit a débloqué sa compétence de manipulation de l'énergie magique.
Ensuite, il est sorti et a tenté d'utiliser la magie en visualisant son souhait et en le nommant. Cette méthode a créé une boule d'eau, et en regardant Knight, il a vu que le chiot avait fait de même car ils sont liés. Excité, il a décidé de lancer la boule d'eau sur un arbre proche et fut choqué de voir qu'elle en détruisait plusieurs. Le lendemain à l'école, Ray a rappelé le camp d'études hors campus, une activité de 2 jours et 1 nuit pour améliorer la concentration en équipe de 4. Après les annonces, elle a appelé chaque équipe, et Yuta a appris qu'il était dans l'équipe 5 avec Kaed, Akira et une fille nommée Rin. En discutant, Yuta a avoué ne pas avoir de sac à dos car il n'avait jamais voyagé, alors Kaed a proposé de faire du shopping après les cours. Des heures plus tard, Yuta, Ryu, Shingo, Kaed et Rin ont retrouvé Kaori devant le centre commercial car Yuta l'avait invité. Quand Ryu s'est extasié de sortir avec l'élite de l'école, Kaori leur a demandé de la traiter comme une camarade ordinaire. Ils sont ensuite entrés dans le centre, et après avoir trouvé le sac à dos idéal pour Yuta, sont partis à la conquête de la salle d'arcade. Shingo voulait un prix précis d'une machine à pince, mais il était nul à ces jeux, alors Yuta a proposé de le gagner pour lui. Grâce à sa compétence de détection des faiblesses, il a ciblé le meilleur endroit pour soulever l'objet et a surpris tout le monde du premier coup. Kaed a immédiatement entraîné Yuta vers une autre machine à pince pour qu'il lui gagne une peluche. Il a aussi gagné des cadeaux pour Ryu, Rin et Kaed, et ils l'ont tous remercié avec joie. En quittant l'arcade, Shingo a suggéré d'aller au café, mais les filles voulaient faire du shopping au 13e étage, alors ils se sont séparés. Quelques minutes plus tard, alors que Yuta et les garçons profitaient au café, l'alarme incendie retentit et ils apprennent qu'un feu s'est déclaré dans l'arcade. Ils ont tenté d'évacuer avec les autres clients, mais Kaed a appelé Ryu pour dire qu'elle et les autres étaient coincés au 13e étage. En entendant cela, Yuta a dépassé le contrôleur de foule comme Flash et s'est précipité au 13e étage. Le feu ayant débuté au 10e étage, il s'est vite propagé aux étages supérieurs et les flammes étaient partout. Yuta a utilisé la magie pour s'entourer d'eau afin de ne pas brûler, et quand il a trouvé les filles, il fut soulagé. Après un scan rapide confirmant qu'il n'y avait personne d'autre, il les a prises et les a aussi protégées avec sa magie. Mais la sortie était bloquée et le plafond s'effondrait, alors Yuta a chargé son énergie comme un Saiyan et a percé le sol jusqu'au rez-de-chaussée. Tout le monde fut surpris, et quand ses amis ont vu Yuta, ils ont commencé à le réprimander pour son imprudence. Finalement, ils ont été évacués, et pendant que les filles étaient examinées, Yuta se faisait gronder par les pompiers. Quand le père de Kaori est arrivé, il a remercié Yuta d'avoir sauvé sa fille, puis il l'a serré fort dans ses bras. Pendant ce temps, dans l'autre monde, une mystérieuse fille aux cheveux d'argent a attaqué un lapin blanc parlant dans la forêt. Quand le lapin a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle a dit qu'elle voulait qu'il s'allie pour détruire le monde. Après avoir dit cela, elle a disparu comme les cheveux de cet amas, promettant qu'il se reverrait. Le lapin blanc s'inquiétait de plus en plus car il avait senti plus tôt que la fille possédait les pouvoirs de l'archer divin. Il s'est dit qu'il devait l'arrêter à tout prix et transmettre ses techniques en tant que divinité des coups de pied. Le lendemain, Yuta a appris la magie de téléportation et, après avoir chassé des gobelins, a dit à Knight qu'il était temps de rentrer. Cependant, Knight s'est soudainement enfui. Yuta l'a poursuivi, et quand il l'a enfin rattrapé, Knight lui a fait signe de cacher sa présence, ce qu'il a fait. En avançant plus loin, Yuta fut surpris de voir une fille blessée nommée Luna entourée de gobelins. Lorsqu'il a voulu jouer les héros, Knight l'a arrêté, et sous leurs yeux, Luna a renversé la situation face à ses agresseurs. Elle contrôlait des fils comme un marionnettiste pour trancher les gobelins, mais ses blessures l'ont tout de même fait reculer. Quand les gobelins sont revenus à la charge, Yuta et Knight sont intervenus et les ont neutralisés. Cependant, il a réalisé que d'autres gobelins se cachaient dans la forêt et a dû changer de tactique. Il a sorti un fouet magique, qui a déployé plusieurs lanières et capturé ses adversaires d'un seul coup. Une fois qu'ils furent tous morts, il a ramassé la jeune fille inconsciente et a pris le chemin du retour. Mais Knight ne voulait pas qu'il fasse ça. Alors qu'il cherchait pourquoi le chiot s'y opposait, Luna s'est réveillée et a commencé à se débattre. Il l'a alors lâchée, et elle s'est cognée la tête contre un arbre, alors il lui a offert sa potion de guérison totale. Elle a d'abord hésité, craignant qu'il ne veuille la droguer, mais Yuta a réussi à la convaincre que c'était un remède. Après qu'elle l'ait prise, Yuta s'est présentée avec Knight, mais le chiot n'arrêtait pas de grogner contre elle. L'ignorant, Yuta a demandé à Luna ce qu'elle faisait dans la forêt, et elle a répondu qu'elle était venue s'entraîner. Cependant, elle était tombée dans une embuscade de gobelins et serait morte s'il n'était pas intervenu. Elle a ensuite retourné la question à Yuta, qui a dit qu'il s'entraînait aussi, ce qui l'a choqué sans raison apparente. En discutant, Luna a mentionné qu'elle voulait trouver une rivière pour se laver, alors Yuta lui a proposé son bain portable. Il a même installé un rideau magique pour son intimité, et en l'utilisant, elle a demandé où il avait eu un objet si pratique. Yuta lui a dit que c'était un butin du cerf de cristal qu'il avait vaincu,
ce qui l'a surprise car ils sont difficiles à battre. Après l'avoir complimenté un moment, elle lui a demandé s'il voulait poursuivre son entraînement avec elle. Elle a expliqué qu'elle devait rester dans la région la plus sombre un moment et s'entraîner à de lui remontrer le moral. Yuta a bien réfléchi à son offre et après avoir accepté, il lui a précisé qu'il ne serait pas là tout le temps. Luna était si heureuse de sa réponse qu'elle a ouvert le rideau sans réfléchir pour le remercier. Heureusement, ses formes sont restées cachées, mais Yuta a failli avoir une crise cardiaque en la voyant ainsi dévêtue. Pendant le reste de la semaine, Yuta et Luna ont combattu ensemble des monstres pour monter de niveau. Luna lui a enseigné son savoir et il a fait de même pour elle. Cependant, la veille de son départ pour le camp, il lui a dit qu'il ne serait pas là pendant un certain temps. Luna fut tout de suite triste, mais elle savait que leur alliance ne durerait pas, alors elle l'a remercié pour son aide. Plus tard, alors que Yuta prenait son bain, Luna l'a rejoint. Il a voulu partir en gentleman, mais elle l'a soudainement enlacé. Yuta s'est figé, et Luna en a profité pour le remercier encore et lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a promis de chérir à jamais leurs moments passés ensemble, mais Yuta sentait qu'elle lui cachait quelque chose. Quand il a essayé d'en savoir plus, elle a changé de sujet et a proposé de lui laver le dos. Yuta s'est retourné pour décliner, mais a été choquée de voir que sa serviette était tombée. Quand Luna s'en est rendu compte, elle est devenue toute gênée et l'a supplié de détourner le regard. Le lendemain, Yuta et ses camarades sont partis pour le camp d'études, et à leur arrivée, Rei les a réunis pour un briefing. Lors du briefing, elle a annoncé qu'ils devaient chercher des plantes comestibles en montagne et pêcher pour se nourrir. Cependant, il leur était interdit de cuisiner avant que les professeurs ne confirment que c'était sans danger. Au cas où quelqu'un s'empoisonnerait, le médecin louche de l'école s'occuperait d'eux. Elle a aussi dit qu'ils seraient notés sur leur performance au camp et les a exhortés à réussir car leurs résultats influeraient sur les primes de leurs professeurs. En d'autres termes, ils étaient son ticket pour toucher le pactole ce semestre. En entendant cela, Rin s'est plainte qu'elle était prête à dormir, mais Rei les a choqués en disant qu'ils dormiraient tous dans la forêt, pas dans l'établissement. Plus tard, alors que l'équipe de Yuta installait son campement, Rin a suggéré qu'ils se séparent pour trouver de la nourriture. Comme Akira était une vraie Sakura blonde incapable de se débrouiller seule, Rin a proposé de l'emmener cueillir des herbes pendant que Yuta et Kaed allaient pêcher. Le temps que Kaed et Yuta arrivent à la rivière, tous les bons coins avaient été pris par leurs camarades de classe. Yuta a dû utiliser sa capacité pour localiser un autre endroit, et comme c'était peu profond, il a décidé de les attraper à la main. En utilisant les techniques que Luna lui avait apprises, il a facilement prédit la direction des poissons et a commencé à les attraper. Ces actions ont attiré l'attention des autres élèves, qui se sont rassemblés pour le regarder. Pendant ce temps, dans l'autre monde, Luna se tenait dans une pièce, tranchant des mannequins. Elle a remarqué que ses mouvements étaient plus précis et s'est demandé si c'était grâce à son entraînement avec Yuta. Penser à lui la rendait triste car elle savait que leurs chemins ne se croiseraient plus jamais, et même si c'était le cas, ils ne seraient plus amis. Il s'est avéré qu'elle était en fait une assassine et qu'elle était dans la forêt pour une mission. De retour sur Terre, Yuta et Kaed sont revenus à leur campement et Kaed a commencé à raconter à Rin les talents exceptionnels de Yuta pour la pêche. Rin était impressionné et après avoir complimenté Yuta, celui-ci a remarqué Akira allongé sur le sol. Quand il a demandé pourquoi, Rin lui a dit de ne pas s'occuper de cette drama queen, mais Akira a refusé d'être ignoré et a commencé à se plaindre. Apparemment, Rin l'avait utilisé comme bouteur de poison pour toutes les plantes ramassées et aussi comme appât quand un ours est apparu. En apprenant qu'il avait pu ingérer du poison, Yuta s'est précipité pour examiner Akira et s'est senti soulagé après avoir confirmé qu'il allait bien. Ensuite, Yuta a vérifié les plantes qu'Akira avait ramassées et a retiré la seule toxique avant qu'il ne les apporte à Rei pour inspection. La femme les a félicités d'être le premier et seul groupe à avoir ramassé une réserve abondante de plantes comestibles et a demandé qui cuisinerait. Akira, Kaed et Rin ont tous désigné Yuta, car ils étaient inutiles en cuisine, et Yuta a accepté ce rôle avec fierté. Quand le repas fut prêt, il le servit à ses coéquipiers mais n'obtint aucune réaction. Alors qu'il essayait de comprendre pourquoi, Rei-Ivre et deux autres professeurs sont passés par là, et quand Rei a vu le délicieux repas, elle a demandé s'il pouvait en avoir. Yuta a joyeusement partagé de la nourriture avec les professeurs, et tout comme ses amis, ils n'ont pas réagi, ce qui a déconcerté Yuta. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à les interroger qu'elles ont dit simultanément que c'était la meilleure chose qu'elles aient jamais goûtée. Rei est même passé en mode critique culinaire et a dit à Yuta qu'il cuisinait mieux que Sanji n'importe quand. Les voir manger ses plats avec joie a aussi rendu Yuta heureux, car jusque-là, il ne cuisinait que pour lui-même. Après le repas, Rei lui a soudainement demandé de l'épouser et de devenir son homme au foyer car elle était nulle en tâches ménagères. Yuta était trop stupéfait pour dire quoi que ce soit, mais tous les autres ont grondé Rei pour une demande aussi absurde. Rei a fait semblant de ne pas les entendre et a continué à se blottir contre Yuta, alors Kaed lui a dit qu'il n'était pas pour elle. Yuta a pris ces mots pour un manque de mérite, mais il a vite été distrait par Rei, qui essayait encore de le séduire.
Elle a promis qu'elle attendrait qu'il soit plus vieux, ce qui a poussé tout le monde à commencer à la condamner, et à demander si son deuxième prénom commençait par un P et finissait par un E blessé. Rei a commencé à pleurer, alors Yuta a tenté de la consoler. Mais la femme ivre a soudainement tiré son visage vers ses atouts parce qu'elle voulait lui faire un câlin. Voyant cela, Kaed a tenté de libérer Yuta de ses griffes, mais l'emprise de Rei était forte et elle ne voulait pas lâcher. Alors que la lutte continuait, Akira n'a pu s'empêcher d'être envieux car il voulait aussi avoir le visage entre les seins de quelqu'un. Yuta s'est vite évanoui et quand il a repris connaissance, Rin a demandé ce que ça faisait de presque mourir étouffé par des atouts. Le lendemain matin, l'équipe de Yuta a découvert que quelqu'un avait détruit leurs affaires et pris toute leur nourriture. Au lieu de chercher un coupable, ils ont décidé de ramasser d'autres plantes pour préparer le petit déjeuner. Et pendant qu'ils étaient dans les bois, Yuta a remarqué qu'Akira se comportait bizarrement. Inquiet, il s'est approché du garçon pour lui demander quel était le problème et a été choqué de le voir fixer des traces de griffes sur un arbre. Yuta s'est alors rappelé ce qu'Akira avait dit sur Rin l'utilisant comme appât pour un ours et à ce moment, l'ours s'est montré. Le groupe a immédiatement commencé à fuir pour sa vie, mais l'ours les a poursuivis jusqu'au campement et le chaos s'est installé. Les professeurs ont guidé les autres élèves vers une zone sûre, mais quand Rei a tenté de faire de même pour l'équipe de Yuta, elle a trébuché. Juste avant qu'elle ne se fasse griffer, Yuta a affronté l'ours dans un combat de sumo et a surpris tout le monde en l'assommant. Il s'est ensuite tourné vers Rei pour lui demander si elle allait bien, et la femme l'a rassuré en disant que oui. Elle a aussi promis de lui faire un sermon sur les dangers de combattre un ours, après quoi elle l'a remercié de lui avoir sauvé la vie. À ce moment-là, l'un des autres professeurs les a appelés pour demander s'ils allaient de bien, et une fois qu'ils ont confirmé, il s'est détendu. Alors qu'ils cherchaient quoi faire de l'ours, Kaori est arrivé avec le contrôle animalier et leur a dit que son père avait obtenu la permission de le soigner. Kaed a alors demandé si elle n'avait pas peur qu'il attaque quelqu'un d'autre, et Kaori a dit que si cela arrivait, l'ours serait abattu sur le champ. Quelques jours plus tard, Yuta est retourné dans l'autre monde pour rejoindre Lexia et voir son père. Cependant, lui et Knight ont repéré une meute d'ogres rouges et ont décidé de s'en débarrasser pour éviter qu'ils n'attaquent le convoi de Lexia. Pendant qu'ils examinaient l'objet tombé, ils n'ont pas remarqué qu'ils étaient surveillés par le lapin blanc, qui s'est dit que Yuta était celui qu'ils cherchaient. Peu après que Yuta a mis le casque, Lexia et ses gens sont arrivés, mais ils sont devenus méfiants car ils ne l'ont pas reconnu avec. Yuta l'a vite enlevé pour se montrer et après que Lexia l'a salué, elle lui a demandé de monter dans le carrosse pour qu'il puisse partir. Yuta a essayé de demander s'il pouvait emmener Knight, mais le chiot a soudainement sauté sur Lexia, la poussant au sol. L'instant d'après, l'arbre derrière Yuta s'est effondré, mais il l'a rapidement fendu en deux pour éviter qu'il ne blesse tout le monde. Owen a alors exigé de savoir ce qui se passait, mais Yuta n'a pas répondu car il avait remarqué les fils qui avaient servi à abattre l'arbre. Réalisant que Knight avait poussé Lexia car il avait senti le danger, il demanda au chiot de trouver le responsable. C'était Luna, et alors qu'elle allait partir, Yuta l'a surprise. En essayant de se défendre, elle est tombée et s'est cognée la tête. Son masque est aussi tombé, et quand Yuta a vu que c'était elle, il n'en revenait pas. Lexia est arrivée et a demandé qui était Luna. Yuta a alors révélé que c'était elle qui avait tenté de l'attaquer. Il a supplié Lexia de le laisser soigner et parler à Luna, car il pensait qu'il y avait une explication à tout cela. Avant que Lexia ne réponde, Owen et les autres gardes sont arrivés. Elle leur a donc caché Luna et a dit qu'elle allait rester chez Yuta pendant un moment. Elle et Yuta sont partis en courant, et pour semer les gardes, Yuta a utilisé la téléportation pour rentrer plus vite. Là-bas, il a allongé Luna sur son lit. Lexia lui a alors demandé d'expliquer son lien avec l'assassin. Après les explications de Yuta, Lexia a changé de sujet pour parler de son don de téléportation. Elle lui a dit de ne plus jamais l'utiliser devant les autres car cela n'existait que dans les contes et que si on le savait, le monde entier serait bouleversé. Yuta a promis de ne pas le faire. Elle s'est alors tournée vers Luna et lui a dit d'arrêter de faire semblant de dormir. Voyant qu'elle était démasquée, Luna a ouvert les yeux et s'est redressée. La princesse a exigé que Luna parle d'elle, mais Luna a refusé, disant qu'elle n'avait postulé à aucun emploi. Ce n'est que lorsque Yuta a dit vouloir aussi en savoir plus qu'elle a accepté de parler. Elle a raconté qu'elle était une orpheline qui volait pour survivre, jusqu'à ce que quelqu'un la recueille et l'entraîne. Il lui a appris à lire et écrire, mais aussi à tuer, car il était un assassin de la Guilde Noire, une organisation criminelle secrète. Une fois en âge, elle a rejoint la guilde et, grâce à ses talents, elle a vite été surnommée la chasseuse de têtes. Luna a ajouté que l'ordre de tuer Lexia datait de quelques semaines, et qu'ayant échoué, on enverrait sûrement quelqu'un pour l'éliminer. Elle a dit que Lexia pouvait faire d'elle ce qu'elle voulait, mais la princesse l'a surprise en lui demandant d'être sa garde personnelle. Luna a demandé si elle avait perdu la tête, mais Lexia lui a assuré qu'elle était tout à fait sérieuse. Selon elle, si Luna devenait sa garde, la Guilde Noire ne pourrait plus l'atteindre, mais Luna a quand même refusé le poste. Elle a dit ne pas être digne de Lexia, car ses mains étaient tachées de sang, mais Lexia n'était pas d'accord. Elle a pris une main de Luna dans les siennes et lui a dit qu'elles étaient magnifiques et douces.
Quand elle a demandé comment elles étaient devenues ainsi, Luna a lâché que c'était grâce au bain portable de Yuta. Elle s'est alors reprise et a brusquement retiré sa main de celle de Lexia. Agacée par son refus, Lexia est montée sur le lit et a décrété que Luna devait être sa garde car elle avait échoué à la tuer. Pendant ce temps, Owen et les gardes étaient poursuivis par des gobelins car Owen refusait de partir sans la princesse. Au chalet, Luna a accepté de devenir la garde de Lexia qui lui a demandé de tout lui dire sur le bain magique de Yuta. Luna a expliqué que c'était un objet rare qui aidait à récupérer, régénérer la magie et rendait plus belle. En entendant cela, Lexia a voulu essayer le bain magique avec Luna, et Yuta l'a donc préparé pour elle. Pendant le bain, Lexia a demandé à Luna si elle aimait Yuta. Elle a nié, alors la princesse a dit qu'elle allait l'épouser. Aussitôt, Luna a protesté, et n'a eu d'autre choix que d'avouer qu'elle éprouvait quelque chose pour Yuta. Étonnamment, Lexia n'était pas fâchée, et a même dit à Luna qu'elles étaient désormais rivales en amour. Elle l'a mise au défi de se battre pour l'amour de Yuta, et Luna a volontiers accepté le défi. Le lendemain matin, Yuta et les filles ont retrouvé Owen et les autres gardes à l'entrée de la forêt, et Owen était ravi de voir la princesse en vie. Quand il a remarqué Luna, il a demandé qui elle était, et Lexia a dit que c'était l'assassin qui avait tenté de la tuer. Aussitôt, les gardes ont pointé leurs épées vers Luna, et même quand Lexia leur a dit de se retirer, ils ont refusé d'écouter. Owen a dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à Luna, mais Lexia a affirmé le contraire, soulignant que si elle avait voulu lui nuire, elle l'aurait fait pendant leur sommeil. L'homme n'en revenait pas qu'elle ait dormi avec l'ennemi, mais a accepté de se retirer car il a réalisé que Lexia avait raison. Après que ces hommes ont fait de même, Yuta a informé tout le monde qu'il ne pouvait plus les accompagner à la capitale pour une raison personnelle. Comme il ne pouvait rien y faire, Owen a dit à Yuta de venir à la capitale dès qu'il en aurait l'occasion. Au moment du départ, Luna a parlé un moment à Yuta avant de monter sur son cheval et de suivre le carrosse. Cependant, alors que Lexia continuait de saluer Yuta, elle est descendue de son cheval et a couru l'embrasser sur la joue. Elle a prétendu que c'était un baiser de remerciement et lui a dit de se préparer pour leur prochaine rencontre. Lexia est devenue jalouse et a exigé qu'Owen arrête le carrosse, mais le garde a fait semblant de ne pas l'entendre. Un peu plus tard, Yuta et Knight ont trouvé une petite rivière et comme l'endroit était paisible, il a installé son bain en mode plein air. Alors qu'ils se prélassèrent dans l'eau, il a soudain remarqué un petit cochon et dès qu'il lui a parlé, il a été averti qu'il l'avait apprivoisé. Grâce à sa compétence d'évaluation, il a vérifié ses statistiques et a vu qu'il possédait une compétence appelée Terre Sainte. Curieux, il a demandé au cochon de l'activer et quand il l'a fait, il a réalisé que c'était une compétence qui aidait à la récupération. Tout excité, il a remercié le cochon et au moment où il l'a nommé Akatsuki, Knight est arrivé avec son réveil pour lui dire qu'il allait être en retard à l'école. Heureusement, il est arrivé à temps et pendant l'heure de vie de classe, Ryu a annoncé que la compétition annuelle de jeux de balle approchait. Elle les a exhortés à faire de leur mieux car leur performance affecterait sa prime. Plus tard dans la journée, leur professeur d'éducation physique les a fait s'entraîner au football et Yuta était le gardien de but d'une des équipes. Comme d'habitude, Ryu était redoutable, mais Nu a dit qu'ils avaient besoin que tout le monde fasse de son mieux s'ils voulaient gagner. Pour cette raison, elle a élaboré un plan et a demandé à Kaed de commencer à sauter. La jeune fille, sans méfiance, a fait ce qu'on lui demandait et presque aussitôt, tous les garçons se sont tournés pour regarder ses formes rebondir. Ravi du résultat, Miyu s'est placée derrière elle et a commencé à contrôler ses mouvements, ce qui a poussé les garçons à regarder encore plus fixement. Étonnamment, cela a même motivé Akira à essayer de marquer un but, mais Yuta a fait un geste incroyable et a attrapé le ballon. Quand il a demandé quoi faire du ballon, Ryu lui a dit de le lancer aussi fort et aussi loin qu'il le pouvait. Yuta a fait ce qu'on lui disait et à la surprise générale, le ballon a atterri dans le filet de l'autre équipe. Après l'école ce jour-là, Yuta a été approché par un recruteur de mannequins et la directrice du magazine pour lequel Miyu posait. La directrice lui a dit qu'elle voulait qu'il signe un contrat avec eux, mais Yuta a décliné. La femme n'en revenait pas qu'il n'ait pas sauté sur l'occasion, et alors qu'elle commençait à pester contre son recruteur, Miyu est sortie de la voiture. Elle s'est excusée auprès de Yuta pour le comportement de sa directrice, mais celle-ci a soutenu qu'elle n'avait rien fait de mal. À ce moment-là, un prospectus que Kaori poursuivait a atterri sur le sol à côté d'eux. Yuta l'a aidé à le ramasser, mais la directrice le lui a arraché des mains et dès qu'elle a vu que c'était pour la compétition de sport de balle, une idée a germé dans son esprit. Elle a immédiatement entraîné son recruteur dans l'école pour parler au président et le convaincre de les laisser prendre des photos lors de l'événement. Cette nuit-là, alors que Yuta chassait avec ses deux acolytes, un gros cochon est soudainement apparu derrière lui. Au début, Yuta a cru qu'Akatsuki avait mangé le Deka Dekanomi. Mais en voyant que le petit cochon était toujours là, il a compris son erreur. Hélas, il n'a pas été assez rapide et a été projeté violemment contre un arbre. Knight et Akatsuki ont voulu l'aider, mais Yuta leur a dit de rester en retrait. Il a vérifié les stats du gros porc et a appris que c'était un sanglier de Mithril. Il était très fort et possédait un don de réflexion magique, ce qui n'augurait rien de bon. Pour avoir une chance, il a tenté de boire sa potion curative, mais le sanglier l'a encore chargé.
Yuta savait qu'il ne gagnerait pas, alors il l'a occupé pour que Knight et Akatsuki s'enfuient. Alors que tout semblait perdu pour lui, le lapin blanc est arrivé à la rescousse. Il a éjecté le sanglier d'un coup de patte, puis l'a achevé, sans même le toucher. Yuta était stupéfait et a tout de suite vérifié les stats du lapin pour savoir qui il était. Il l'a remercié de les avoir sauvés, mais le lapin a balayé ça et lui a demandé de montrer ses coups. Yuta a voulu commencer, mais Akatsuki l'a arrêté pour frimer, mais le lapin l'a trouvé sans talent. Knight a suivi et le lapin blanc l'a félicité, disant qu'il avait du potentiel. Quand Yuta s'y est mis, le lapin blanc a souri et s'est levé pour montrer un vrai coup de pied. Son coup était si puissant que l'air expulsé a transpercé plusieurs arbres alignés. Il a ordonné à Yuta de faire pareil, mais le garçon a eu du mal à abattre un seul arbre. Après l'exploit de Yuta, le lapin blanc l'a affronté en duel sans s'arrêter jusqu'au lendemain. Pendant une pause au chalet, Yuta a demandé au lapin blanc pourquoi il l'entraînait et celui-ci a répondu qu'il l'avait choisi comme successeur. Pour qu'il comprenne, il a expliqué qu'il faisait partie d'un groupe d'êtres appelés les divins. Chaque être divin maîtrisait un domaine et leur devoir était de protéger le monde contre les êtres dits vils. Les vils représentaient les aspects négatifs du monde car ils naissaient de la cristallisation de la malveillance. Après l'avoir écouté, Yuta a dit au lapin qu'il ne pouvait pas devenir son successeur. Cependant, il lui a demandé de continuer à l'entraîner pour être assez fort pour protéger ses proches. Le lapin a accepté si Yuta lui apprenait la magie et ils se sont serré la patte pour sceller leur alliance. Plus tard, le lapin a fait combattre Yuta contre un roi sanglier de Mithril car les vils étaient bien plus forts. Yuta a eu du mal au début, mais il a réussi à renverser la situation avec son fouet et sa lance. Sa victoire contre ce sanglier de haut rang l'a fait monter de niveau, évoluer et gagner de nouveaux dons. Le lapin lui a dit de rentrer chez lui et est parti avant que Yuta ne puisse dire quoi que ce soit. Plus tard, le jour de la compétition de sport de balle est arrivé et la directrice du magazine a amené ses photographes. Yuta devait jouer au ping-pong et quand son adversaire a servi, la balle est passée si vite qu'il n'a pas pu la renvoyer. Cependant, ce seul coup a suffi à Yuta pour maîtriser le jeu de son adversaire. Alors, au service suivant, Yuta a renvoyé la balle si fort qu'il a fait un trou dans la table. Voyant cela, Yuta a déclaré forfait et s'est enfui pour ne pas faire un trou dans la tête du gars. Il reprenait son souffle quand Kaed l'a entraîné sur le terrain de volley pour remplacer quelqu'un. Le match n'a duré que quelques secondes car le service de Yuta a détruit le terrain, effrayant ses adversaires. Alors que Yuta boudait d'avoir détruit le terrain de volley, lui et les filles ont entendu un cri. Intrigués, ils se sont précipités au court de tennis pour voir ce qui se passait et ont vu Kaori qui a supplié Yuta de la rejoindre. Avant qu'il ne réponde, les secours ont évacué son coéquipier blessé et celui-ci a averti Yuta de faire bien attention. Malgré cet avertissement, Yuta a accepté de le remplacer puisqu'il était pratiquement indestructible. Après le coup de sifflet, Kaori a servi la balle et a failli arracher la tête de Yuta. Lorsqu'elle a réessayé, c'est sa raquette qui a volé et c'est là qu'il a compris que le danger sur le court, c'était Kaori, pas leurs adversaires. Du coup, il a commencé à jouer ce match en double comme s'il était seul et n'a pas laissé Kaori toucher la balle une seule fois. Quand elle a failli y arriver, sa maladresse a repris le dessus et sa raquette a volé vers les photographes. Cependant, Yuta a gardé son sang-froid et a remporté le match pour leur équipe. Pour une raison inconnue, Kaori a failli tomber, alors Yuta l'a rattrapé et tandis qu'il l'a serré, les photographes ont mitraillé la scène. Après les cours, Yuta a retrouvé Kaori à la sortie et elle lui a proposé de faire le chemin du retour ensemble. En marchant, elle l'a remercié de l'avoir encore sauvé et a dit qu'elle voulait le remercier. Yuta lui a dit que ce n'était pas nécessaire, car le simple fait d'être avec elle le rendait heureux. Kaori ne s'attendait pas à ça, alors quand il a traversé la rue, elle l'a appelé pour qu'il l'attende et ferme les yeux. Yuta a obéi sans poser de questions, et quand elle a été assez proche, elle l'a embrassé sur la joue avant de s'éloigner. Yuta n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait, et quand il lui a demandé, elle a refusé de répondre, disant que c'était un secret. Pendant ce temps, dans l'autre monde, le lapin a de nouveau été attaqué par la mystérieuse fille, mais il a riposté par la magie. Surprise, la fille a souligné qu'il n'était pas censé pouvoir utiliser la magie, et le lapin lui a dit qu'il apprenait de Yuta. Ce nom ne lui disait rien, mais elle a déclaré qu'elle se débarrasserait de Yuta avant de s'occuper du lapin. Après son départ, le lapin s'est dit qu'il devait enseigner l'essentiel de ses techniques à Yuta avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours plus tard, la directrice du magazine était dans son bureau avec Kurosaka, feuilletant le nouveau numéro illustré de photos du tournoi. Elle a dit à Kurosaka qu'une fois le magazine en vente, tout le monde essaierait de recruter Yuta dans son agence. Cependant, elle avait un plan pour convaincre Yuta de changer d'avis et de signer avec eux. Le lendemain, Kaori est allée chez Yuta pour étudier, et en allant aux toilettes, elle a découvert sa pièce secrète et la porte de l'isekai. Quand Yuta est entrée et l'a vue, elle s'est excusée d'avoir fouiné, mais il lui a dit que ce n'était pas grave. Il lui a alors révélé ce qu'était cette porte et lui a demandé d'y passer la main pour lui prouver ses dires.
Kaori a essayé, mais la barrière magique a bloqué sa main et Yuta a expliqué qu'il en serait ainsi tant qu'il ne l'aurait pas autorisé à entrer. Il lui a ensuite montré ses pouvoirs en créant une bulle d'eau et a expliqué que ses exploits étaient dus aux compétences acquises dans l'autre monde. Kaori était impressionnée et alors qu'elle fixait la porte, il lui a demandé si elle voulait visiter l'autre monde avec lui. La jeune fille curieuse a tout de suite accepté, alors il lui a pris la main et l'a guidée à travers la porte. En regardant le jardin, son écran de statistiques est apparu et Yuta a été surpris de voir qu'elles étaient plus élevées que les siennes à son arrivée. Kaori a demandé pourquoi et il lui a répondu que c'était parce qu'il était au plus bas niveau avant de progresser. Il a ajouté qu'autrefois, personne ne voulait le fréquenter, mais Kaori n'a fait aucun commentaire là-dessus. Au lieu de ça, elle lui a demandé de lui faire visiter et Yuta l'a prévenu que ce ne serait pas de tout repos car il y avait des monstres partout. Il a promis de lui faire visiter une autre fois et lui a demandé de garder tout cela secret. Kaori aimait l'idée d'avoir un secret avec Yuta, ce qui la rendait toute joyeuse, alors elle a assuré qu'elle ne dirait rien. Pendant ce temps, au palais royal, Lexia et Owen se sont présentés devant le roi, qui a demandé où se trouvait Yuta. Owen a expliqué que Yuta n'avait pas pu venir à cause d'imprévus, mais le roi a vite compris que cela avait un lien avec Luna. Luna n'a pas nié et a même avoué qu'elle avait été engagée pour assassiner Lexia, mais qu'elle avait échoué. En entendant cela, le roi lui a dit que la peine pour son crime était la mort, puis il a saisi son épée. Lexia a crié pour qu'il ne fasse rien, mais le roi l'a ignoré et a chargé Luna, qui n'a pas bronché quand l'épée s'est arrêtée à quelques centimètres de son visage. Le roi l'a félicité d'avoir compris que l'épée trancherait tout ce qui résisterait, révélant qu'il ne s'était arrêté que parce que ses fils l'avaient capturé. D'un autre côté, Lexia a condamné les actes de son père et lui a dit qu'elle avait épargné Luna et l'avait engagée comme garde personnelle car elle lui faisait confiance. Voyant à quel point sa fille tenait à garder Luna à ses côtés, le roi n'a eu d'autre choix que de reconnaître le statut de garde de Luna. Après avoir quitté la salle du trône, le roi est allé parler seul à Owen et le garde lui a révélé que Luna était la tristement célèbre chasseuse de têtes. Surpris, le roi a demandé quel était le rôle de Yuta dans cette histoire d'assassinat et Owen lui a dit que Yuta avait capturé Luna. Cependant, l'homme ne s'est pas arrêté là et a accidentellement révélé que Lexia avait passé la nuit chez Yuta. Aussitôt, le roi a pété les plombs et a tranché une chaise en deux, après quoi il a frappé sa lame et a juré de l'abreuver du sang de Yuta. Pendant ce temps, l'homme masqué, qui s'est avéré être le prince, a appris que l'assassin envoyé pour éliminer Lexia était devenu son garde personnel. Son informateur lui a aussi parlé de Yuta et a dit qu'il avait été invité au palais. Étonnamment, le prince ne s'est pas fâché et a dit que la situation jouait en sa faveur. Il a sorti un orbe de scellement magique et a expliqué qu'une fois son domaine étendu, la magie ne pouvait plus être utilisée à l'intérieur. Il a ordonné à l'homme de l'utiliser dans le palais pour que tous les mages protégeant le roi deviennent inutiles. Owen et Luna seraient les seuls capables de déjouer leur plan, mais ils seraient trop dispersés, ce qui permettrait aux hommes du prince d'achever Lexia et le roi. Curieux, l'informateur a demandé ce que le prince ferait si on commençait à le soupçonner et il a dit qu'il ferait porter le chapeau à Yuta. Quelques jours plus tard, l'école a fait une courte pause, alors Yuta a enfin décidé de visiter la capitale. En arrivant dans la première ville, il a été stupéfait de découvrir que des demi-humains y vivaient. Après avoir profité de la vue, il s'est rendu à la guilde des marchands pour s'inscrire et vendre du poivre. Le responsable était plus intrigué par les récipients que par le poivre. Il a donc proposé de tout acheter pour un sac de pièces d'or, ce qui, selon lui, rendrait Yuta aussi riche qu'Elon Musk. Il a aussi remis à Yuta sa carte de guilde, qui lui servirait de pièce d'identité. Yuta a ensuite demandé comment se rendre à la capitale, et l'homme lui a dit de prendre une diligence, ce qu'il a fait. Quelques heures plus tard, Yuta est arrivé à la capitale avec Knight et Akatsuki et s'est rendu au château. Owen l'a escorté des portes jusqu'à la salle du trône où le roi est passé des remerciements aux accusations de corruption de sa fille. Il a aussi dit que c'était irrespectueux de ne pas avoir apporté de cadeau pour Lexia et le pauvre garçon a commencé à s'excuser. Cependant, il s'est soudain souvenu de la literie obtenue après avoir vaincu des monstres sur le chemin de la capitale et il la leur a présentée. En la voyant, le roi s'est mis en colère et a accusé Yuta d'afficher ouvertement ses intentions déplacées envers Lexia. Quand il a voulu sortir son épée, Owen s'est précipité pour l'arrêter, lui rappelant que Yuta n'était pas du royaume et ne pouvait pas connaître leurs coutumes. Il s'est avéré qu'offrir de la literie était une façon de demander quelqu'un en mariage, et le roi préférait mourir plutôt que de laisser quiconque épouser sa fille. Poussé par la colère, il a dégainé son épée et a chargé Yuta. Cependant, son plan fut stoppé par l'arrivée soudaine d'assassins. Leur chef a activé l'orbe de scellement magique quand les mages ont tenté d'utiliser la magie contre eux, alors Owen et Luna sont immédiatement intervenus pour protéger le roi et la princesse. Yuta a fait de même, mais d'abord il a ordonné à Knight d'attaquer et a dit à Akatsuki de soigner les blessés. Une fois tous les assassins vaincus, Lexia s'est précipitée pour serrer Yuta dans ses bras et la remercier d'être son sauveur.
Luna a essayé de l'écarter et a demandé à Yuta s'il était devenu encore plus fort depuis leur dernière rencontre. Yuta a tenté de répondre mais n'a pas pu car il a remarqué que le roi le fusillait du regard. Finalement, Lexia l'a lâché et a commencé à gronder son père parce qu'il était en colère contre leur sauveur. Le roi a essayé de se défendre, mais a été interrompu quand l'un de ses hommes est venu lui montrer l'insigne royal trouvé sur l'un des assassins. Plus tard, quand Yuta est allé voir Lexia, elle lui a demandé s'il aimerait faire du tourisme avec elle. À ce moment-là, Luna est arrivée et a proposé d'y aller à la place de Lexia car sa vie était toujours en danger, mais la princesse a refusé. Alors qu'elle commençait à se disputer, Owen est passé par là et a proposé de faire visiter la ville à Yuta à leur place, mais les deux filles lui ont dit de dégager. Finalement, elles ont toutes deux quitté le château avec Yuta, mais Owen les a suivies en secret car il était inquiet. Il pensait bien s'y prendre, mais Yuta l'avait remarqué dès le début. Quand le trio est passé devant la guilde des aventuriers, Yuta a exprimé son désir d'y adhérer, alors Luna a proposé de s'inscrire avec lui. Lexia a immédiatement protesté, lui rappelant qu'elle était sa garde, mais Luna a répondu qu'elle avait besoin d'une autre source de revenus. Une fois à l'intérieur, Lexia n'a cessé de se plaindre qu'elle ne voulait pas que Yuta et Luna passent du temps seuls puisqu'ils pourraient partir en quête ensemble en tant qu'aventuriers. Luna a dit à la princesse Pleurnicharde de se détendre et lui a rappelé que Yuta était quelqu'un de très occupé, donc ils ne seraient pas toujours ensemble. La réceptionniste de la guilde a ensuite remis à Yuta et Luna des formulaires à remplir. En faisant cela, Yuta a été dérouté en voyant une section demandant sa capacité d'énergie magique. La réceptionniste a expliqué qu'il devait y noter sa quantité d'énergie magique après l'avoir mesurée avec un cristal magique spécial. Quand Luna a posé sa main sur le cristal, il a brillé en jaune, et elle a dit que c'était parce qu'elle n'avait jamais été douée pour la magie. Quand Yuta a posé sa main sur le cristal, il est passé du bleu au blanc éclatant, puis s'est brisé en morceaux. Tout le monde a été surpris et la réceptionniste a dit que son énergie magique devait être démente pour briser le cristal ainsi. Yuta s'est excusé et a proposé de payer, mais la femme lui a dit de ne pas s'inquiéter et a récupéré leur formulaire rempli. En les parcourant, elle a vu que Yuta avait noté 3 types de magie et a dit qu'il devait être une légende pour ça. La magie n'était pas quelque chose que la plupart des gens maîtrisaient facilement, et le fait qu'ils puissent en utiliser 3 types était très impressionnant. Malgré les éloges, Yuta ne pouvait que remercier sa bonne étoile de ne pas avoir noté tous les types de magie. La réceptionniste a ensuite traité leur formulaire et après être revenue avec leur carte de guilde, elle a expliqué qu'en tant que nouveaux aventuriers, ils commenceraient au rang le plus bas, le rang F. Yuta a demandé si leur rang affecterait le nombre de quêtes qu'ils pourraient effectuer et elle lui a répondu que non. Après avoir fini de les informer sur les règles à suivre, le trio s'est rendu au tableau des requêtes pour choisir une quête. Cependant, ils ont été interrompus par une aventurière qui a essayé de draguer Yuta car, apparemment, il était son genre. Luna et Lexia ont essayé de l'écarter, mais la femme a refusé de bouger et a continué à vanter toutes ses qualités à Yuta. Finalement, elle l'a lâché et lui a dit qu'elle adorerait partir en quête avec lui dès qu'il serait libre. Après son départ, Lexia a déclaré qu'elle aussi s'inscrirait pour devenir aventurière afin de chasser les admiratrices de Yuta. Luna lui a dit de penser au stress que cela causerait à Owen, car la garde ferait tout le travail. Lexia savait qu'elle avait raison, alors elle a exigé qu'ils choisissent une quête à laquelle elle pourrait participer. Pour exaucer son vœu, ils ont accepté une quête de collecte et, ce faisant, ont appris que le prince avait été localisé. Owen a demandé à Yuta de les aider à capturer le prince et Yuta a accepté. Il est ensuite parti avec Owen et quelques gardes après avoir ordonné à Luna de ramener Lexia chez elle. À leur arrivée sur les lieux, tout était calme, mais quand l'un des gardes a ouvert la porte, il a reçu un couteau dans la jambe. Yuta a vite pris les devants et a vu que le prince tenait un autre garde sous la menace d'un couteau, alors il a ordonné à Knight de le désarmer. Après que Knight l'a fait, l'otage s'est enfui et les gardes restants ont encerclé le prince. Owen l'a supplié de se rendre, mais le prince a dit qu'il préférait se donner la mort plutôt que de faire ça. Selon lui, tout le monde se moquerait de sa mort et il leur rendrait service en mourant. Pendant qu'il divaguait, Yuta s'est téléporté à ses côtés et a tenté de prendre le couteau, mais le prince l'a retourné contre lui. Yuta a continué d'esquiver toutes ses attaques, et à la fin, le prince a trébuché sur Akatsuki. Les gardes l'ont alors encerclé et Owen a remercié Yuta de les avoir aidés. Soudain, une rafale de vent a soufflé dans la pièce et la mystérieuse fille aux cheveux argentés s'est révélée. Le prince semblait heureux de la voir, mais elle lui a dit qu'il avait échoué dans sa mission et qu'elle n'avait donc plus besoin de lui. Lorsqu'elle a mentionné qu'elle ne l'avait aidé que pour tenter de prendre le trône afin qu'il puisse déclencher une guerre, le prince a compris qu'il s'était fait avoir. Il a tout de suite commencé à se plaindre, mais elle l'a ignoré et a ramassé un couteau pour le poignarder. Cependant, quelqu'un a tiré une flèche par la fenêtre et a fait tomber le couteau de sa main. Cela a agacé la jeune fille, qui a alors déchaîné ses flèches magiques sur la maison et tout le monde s'est mis à courir partout comme des poulets sans tête. Yuta a demandé pourquoi elle faisait tout ça et elle a révélé que c'était parce qu'elle voulait détruire toute l'humanité. Elle a ensuite dirigé les flèches vers eux, mais Yuta les a contrées avec un sort.
Quand Owen l'a remercié, la jeune fille a compris qu'il était la personne dont le lapin blanc avait parlé. Cependant, elle avait utilisé la majeure partie de son endurance et ne pouvait pas l'affronter correctement, elle s'est donc retirée. Yuta s'est alors demandé qui elle était et pourquoi elle le connaissait. Plus tard, le prince a été amené devant le roi et dépouillé de sa chemise et de son masque. Luna et Yuta ont été surpris de le voir couvert de cicatrices, mais le roi et Lexia ont détourné le regard. Le prince a exigé de savoir pourquoi il ne pouvait pas le regarder et a rappelé à Lexia qu'il était ainsi à cause d'elle. Il s'est avéré qu'il avait été frappé par la magie de Lexia quand elle était plus jeune, et à cause de sa puissance, cela l'avait gravement blessé. Le roi a soutenu que les blessures infligées par la magie de Lexia auraient dû guérir depuis longtemps, et le prince a admis que c'était le cas. Cependant, il avait perdu la tête après ce qui s'était passé, et le seul moyen de se calmer était de s'infliger davantage de blessures. Il a accusé son père de l'avoir délaissé plutôt que de l'aider, et le roi a répondu que son état dépassait son pouvoir de guérison. Écouter le prince parler de ce qu'il a traversé a rappelé à Yuta ses jours d'avant sa montée de niveau. Alors, quand le prince a demandé à son père de mettre fin à ses jours parce qu'il était fatigué de souffrir, Yuta a levé la main. Le roi lui a dit avec colère qu'un étranger n'avait pas son mot à dire dans leurs affaires, mais Yuta n'a pas reculé et a dit qu'il avait quelque chose qui pourrait aider. Il a ensuite sorti sa potion de guérison universelle de sa boîte à objets et a forcé le prince à la boire. La seconde suivante, toutes ses cicatrices et ses blessures étaient guéries. Tout le monde a été surpris par ce miracle. Alors Yuta a expliqué ce qu'était la potion qu'il avait utilisée, mais cela n'a fait que doubler leur surprise. L'herbe qu'il avait utilisée pour fabriquer la potion était très rare, et le fait qu'il l'ait volontairement donnée à quelqu'un d'autre était vraiment étonnant. Le prince était heureux que toutes ses cicatrices aient disparu. Pourtant, il a dit que ça importait peu, car il serait quand même condamné à mort pour ses actes passés. Étonnamment, Lexia a déclaré qu'elle lui pardonnait et a insisté pour que son père fasse de même. Le roi lui a rappelé que son frère avait envoyé des assassins pour les tuer, mais Lexia a rétorqué que si son père avait maîtrisé la guilde noire, son frère ne les aurait jamais rejoints. Cela a fait taire le roi, et au final, le prince fut gracié, mais toutes ses terres lui furent confisquées. Après son procès, le prince a remercié Yuta de lui avoir sauvé la vie, et a demandé à son père de le récompenser. Le roi accepta et déclara que Yuta recevrait toutes les terres et maisons confisquées au prince, ainsi que le titre de lord chevalier. Yuta fut choqué par cette annonce, mais décida de ne pas décliner la récompense. Plus tard, il se retira dans la chambre d'amis et s'endormit presque aussitôt d'épuisement. Pourtant, il rêva qu'il affrontait la mystérieuse fille et, alors que le combat s'intensifiait, il se réveilla en sursaut. Le lendemain, Yuta alla à l'école comme d'habitude, mais dès la fin des cours, il rentra chez lui et retourna dans l'autre monde pour s'entraîner en vue de sa prochaine rencontre avec la mystérieuse fille. Contre toute attente, elle l'attaqua pendant son entraînement, alors il exigea de savoir ce qu'elle lui voulait. La fille lui dit qu'il menaçait ses plans de vengeance, puis elle l'attaqua de nouveau. À ce moment-là, Kaori sonna à la porte de Yuta, mais n'obtint aucune réponse. Au lieu de partir, elle décida d'entrer et de le chercher dans l'autre monde. Alors qu'elle le cherchait, les bruits du combat de Yuta avec la fille attirèrent son attention. Le combat devint si intense qu'ils détruisirent des pans de forêt tout en continuant. Yuta et Knight firent équipe contre la fille et réussirent à la terrasser avec les techniques du lapin blanc, mais ce ne fut pas suffisant pour l'arrêter. Elle sortit une grande flèche, la chargea de son énergie et la décocha sur Yuta. Heureusement, Yuta l'esquiva, mais elle enchaîna avec de petites flèches, forçant Yuta et Knight à s'abriter. Voyant cela, Kaori appela Yuta, lui faisant perdre sa concentration, si bien qu'il tarda à réagir quand la fille lui tira une autre grande flèche. L'impact de l'explosion de la flèche le projeta au sol, et elle en profita pour se faufiler derrière lui. Yuta se prépara à l'attaque suivante, mais le lapin blanc arriva juste à temps pour le sauver. Il s'excusa ensuite auprès de Yuta pour son retard, expliquant qu'il cherchait à savoir qui était cette fille. Se tournant vers elle, il l'appela Yuti et elle demanda calmement comment il connaissait son nom. Le lapin blanc ignora sa question et dit savoir qu'elle était l'apprentie de l'archère divin tué récemment. Yuti admit que c'était vrai et jura de venger son maître en détruisant les humains qui l'avaient trahi. Le lapin blanc lui dit que son maître désapprouverait l'usage de ces techniques comme un vil, mais Yuti répondit qu'elle s'en moquait. Elle expliqua que bien qu'ayant hérité des techniques de son maître, elle n'avait pas le titre de divine, et donc aucune obligation de protection. Lorsqu'elle attaqua de nouveau, Yuta et le lapin firent quelques acrobaties pour éviter d'être touchés. Alors que le combat continuait, Knight mordit la jambe de Yuti et le lapin blanc l'envoya valser contre un rocher. Malgré cela, Yuti continua de bouger et se transforma en vil sous leurs yeux. Le lapin blanc l'affronta aussitôt, et Yuta remarqua qu'ils étaient de force égale. Hélas, le lapin blanc fut terrassé et voyant cela, Akatsuki activa sa compétence Terre Sainte. Étonnamment, cela priva Yuti de ses pouvoirs et Yuta l'assomma rapidement. Le lapin blanc dit alors à Yuta qu'il le laissait décider du sort de Yuti et partit avant toute protestation. Peu après, Kaori vint trouver Yuta, mais il vit un énorme sanglier derrière elle et lui lança aussitôt sa lance.
Kaori était si choquée par ce qui s'était passé qu'elle ne bougea plus pendant un moment. Cela a poussé Yuta à croire qu'elle avait peur de lui, alors il a essayé de s'expliquer, mais Kaori l'a coupé. Elle l'a assuré qu'elle n'avait pas peur de lui, car peu importe son niveau, il resterait toujours la même personne qui l'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait. Dans les jours qui suivirent, Yuta présenta Kaori à Luna et Lexia, et toutes les trois devinrent vite amies. Quant à Yuti, il l'a aidé à s'inscrire à l'académie et à continuer à profiter de sa nouvelle vie avec ses amis. Pensez-vous que Yuta devrait parler de ses aventures isekai à ses autres amis, ou devrait-il continuer à mener une double vie comme tous les super-héros qui aient jamais existé? Si vous avez regardé jusqu'ici, dites-nous en commentaire avec qui vous pensez que Yuta devrait finir.